Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Fil de l'Épée, un podcast coproduit entre le Collimateur et Parole d'Histoire. Toujours pour cette série des Unpopular Opinions, de ces opinions outrancières, ces hot takes en histoire militaire que l'on défend au micro avec beaucoup de bonne foi et parfois un tout petit peu de mauvaise. Et toujours en compagnie, donc, André Loez pour Parole d'Histoire, Quentin Censier pour la chaîne YouTube Sur le Champ, Antoine Bourguillot, historien, traducteur, wargamer, et Alexandre Jublin, himself, monsieur Collimateur, qui donc nous a préparé aussi quelque chose pour nous réveiller un petit peu et nous proposer une opinion peut-être un peu outrancière. Tout à fait, celle-là aussi elle va faire plaisir. Je me prépare. Les parachutistes, ça sert à rien, ça n'a jamais servi à rien et personne n'en parle jamais parce qu'il y a une image de truc cool qui n'a aucun sens. Ça n'est pas romantique, ça n'est pas noble, c'est juste une mauvaise idée d'envoyer des mecs à bord d'une très grosse cible volante, ensuite descendre tout doucement, sans moyen de se défendre. Ça n'est, voilà. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on a fini par le comprendre parce qu'on s'en sert à peu près jamais désormais parce que ça fait toujours des catastrophes. J'irai plus loin en disant que mon intuition, c'est précisément parce que ça fait toujours des catastrophes que ça a une espèce d'aura héroïque, alors que voilà, je pense qu'on peut dire qu'il aurait été plus malin de se dire dès le début que c'est complètement con de lâcher des gens en l'air, se faire tirer comme des pigeons par la moindre troupe plus ou moins médiocrement en place une fois au sol. Voilà, il y avait une phrase que j'avais lue, je crois, un jour sur Twitter, j'ai pas réussi à la retrouver, donc je peux pas créditer comme il le mériterait, mais c'est quelque chose du genre, les parachutistes, c'est le meilleur moyen de transférer une unité d'infanterie hautement qualifiée vers un camp de prisonniers. Et ça me paraît assez exact. Alors, si on reprend, parce que le truc est absolument implacable, si on reprend, ça commence quand ? Ça commence globalement, les soviétiques s'entraînent avant, mais ça commence avec la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, en 40, c'est Norvège, Danemark et Hollande. En général, ça marche pas. Hein. Quand ça marche, c'est que c'est une petite distinction par rapport à l'offensive qui, elle, réussit. La première grande opération aéroportée de l'histoire, opération Mercure, la Crète, 41, désastre. Encore une bonne idée de Churchill. Voilà, non, ça c'est les Allemands qui sautent. Ah mince. Churchill a perdu la haine Churchill le perd à chaque fois. Je suis sûr qu'il a lâché des parachutistes à un mauvais endroit. Oui, on y viendra après. On va y venir. Non, mais Mercure en 41, donc ils se font complètement éclater à la fois par les Britanniques et les Néo-Zélandais qui sont au sol et par les Crétois qui réussissent à la savater à coups de pierre, hein, littéralement, parce que c'est tellement galère. Le seul moyen qu'ils vont avoir de prendre la Crète, c'est de pas parachuter des gens, de faire des posées, d'assaut, c'est-à-dire de prendre l'aérodrome qui est à l'ouest de la Crète. Notamment ils sont particulièrement éclatés à Lacanais, le bien nommé en l'occurrence. Pardon. Voilà. Et après les Allemands, eux, ils finissent par comprendre et ils ne s'en servent donc plus que comme infanterie d'élite. Éventuellement aéroportée, mais derrière ses propres lignes, parce que en fait c'est pas malin de larguer derrière les lignes ennemies des gens qui ne peuvent pas se défendre. Ensuite, les Allemands comprennent, les Alliés ne comprennent pas, et ça devient complètement grandiose. Sicile 43, opération Husky, catastrophique, ils se font éclater avant de toucher le sol, les avions se font éclater avant de toucher le sol, les avions se font éclater aussi par les bateaux alliés, enfin il y a un truc de tir, ils se noient dans l'eau, d'ailleurs c'est dans la saison 2 de Rogue Heroes, je crois qu'on voit les corollaires de l'opération Husky. On va me dire, oui mais le débarquement de Normandie ça marche bien, l'opération Neptune, éventuellement, je pense qu'on peut très bien soutenir qu'en fait ça réussit parce que ça a tellement merdé que même les Allemands ne savaient pas où ils étaient et que du coup ils se disent « Ah, ils sont partout et tout » parce qu'ils étaient éparpillés sur 40 km. Donc, ça devient compliqué, ça les déstabilise un peu. On va quand même pas soutenir sérieusement que c'est ça qui a fait réussir le 6 juin 44 l'opération aéroportée. Pardon. Dans le jour le plus long, il y a quand même des mannequins qui tirent des pétards qui ont l'air vachement bien. Ils sont hyper bien. Et surtout, Neptune, ça réussit juste assez pour la plus grosse foirade de toute la séquence, qui est quand même l'opération Market Garden. C'est pas Churchill, hein, c'est Montgomery. C'est Montgomery. Churchill, il a validé. Il a validé quand même. Parce que je le sens. Un pont trop loin, ouais. C'est un peu Winston aussi. Hein. Ouais. Mais bon, Market Garden, c'est sur le papier l'incarnation même de l'assaut aéroporté. On disloque l'adversaire en tapant sa profondeur stratégique, en allant chercher les nœuds de communication. Bon, regardez le film, hein, mais bon, c'est globalement 12 000 pertes sur 25 000 engagés, 0 gain, tactique ou stratégique. Et puis ensuite, je vais pas Des belles histoires, ouais, des belles images. Des souvenirs, non, ça mais fait oui, des souvenirs. Pour les rares qui survivent, ils ont des trucs à raconter. Non, bon, après la guerre, on peut dire que ça marche ponctuellement, peut-être en Indochine ou en Algérie. Enfin bon, c'est des coups de main à l'échelle de la section, jamais plus. Et globalement, la meilleure indice de ça, c'est que quand l'hélicoptère apparaît, on arrête complètement parce que ça fait mieux le même boulot et de manière moins risquée. Et pourtant, Dieu sait que c'est
risqué de faire des trucs avec un hélicoptère parce que ça tombe très bien aussi, mais ça tombe toujours moins bien que des mecs en parachute. Alors après, j'exagère un peu parce que non, pas du tout votre genre déjà, et pas du tout. Voilà. Non, mais alors, après on pourrait continuer. Le Vietnam, l'opération de la Drang, enfin la bataille de la Drang, c'est le moment où une brigade américaine a été complètement annihilée. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient parachutés. Bon, mais et tout ça sans parler des accidents d'entraînement et des vertèbres cassées, des jambes cassées de ces malheureux types qui s'entraînent et qui ont aussi beaucoup de dégâts, plus que pour une opération ordinaire. Et qui, pour les Américains, s'entraînent dans un fort qui porte le nom d'un général sudiste. Tout est bouclé. Non, mais c'est pas Nivelle. Après, il y a une question intéressante. Le truc, c'est que des fois où ça a pu faire avoir un intérêt micro-tactique, mais c'est une importance complètement disproportionnée par rapport à l'importance culturelle du parachutisme, des troupes parachutistes. Et pour être honnête, c'est plus contre les opérations aéroportées contre les parachutistes, parce que les parachutistes, je peux soutenir que ça a une utilité, les troupes parachutistes, c'est essentiellement de montrer qui est la plus grosse dans une armée. Ce qui n'est pas tout à fait rien, c'est-à-dire... J'ai perdu Antoine. Non, mais parce que c'est une troupe d'élite qui est entraînée comme une troupe d'élite, ce qui a une vertu dans une structure militaire. C'est-à-dire, ça force à s'entraîner à faire des trucs assez difficiles pour pallier l'isolement, développer l'esprit d'initiative derrière les lignes, etc. etc. Le problème avec le risque, je termine, corollaire de... Généralement, on se mange un coup d'état militaire en aval parce que ce truc de mentalité d'élite, etc., ça peut aussi... oui, disons qu'en Algérie, il y a 2-3 trucs un tout petit peu discutables liés aux parachutistes français. Voilà, l'image des parachutistes français, disons qu'elle était bonne, et puis après, ils se sont sentis un peu trop chauds. Merci Maxime Le Forestier. Non, mais après, il y a... Est-ce que quelqu'un a peur des parachutistes et veut les défendre ? Mais il y a un triple coup quand même d'avoir des super... Dans le concours de la plus grosse, ce qui est bien avec les canons, par exemple, c'est qu'ils ne se retournent pas contre vous. Mais c'est surtout que vous risquez pas trop de le perdre sur un petit coup de dé à la con. Les parachutistes, c'est problématique pour votre société, avec la mythologie qui se produit, tout ça. Il y a des risques de coup d'état. Et si vous les faites vaporiser, vous perdez ce sur quoi vous aviez investi énormément de trucs. Moi, pour être très contemporain, ce qui s'est passé au début du conflit en Ukraine, c'est quand même assez archétypal. Les paras avaient, en Russie, une forme d'aura mythologique incroyable. Ils pouvaient aller tabasser des gens en public, personne n'en disait rien. Ils ont été envoyés face à une armée en place, en fait, avec un petit peu des moyens lourds, et puis maintenant, il n'y a plus de paras en Russie, quoi. Alors, ne parlons même pas, effectivement, de désormais les moyens lourds de défense solaire avant de faire arriver votre avion sur place. Et d'ailleurs, personne ne saute en parachute aujourd'hui. J'ai un mec du CPA-10, donc le commando des parachutistes, enfin, je veux dire, les opérations de larguer, vraies, il y en a quasiment jamais. Les mecs s'entraînent toute une carrière sans jamais sauter en parachute. Ça n'arrive quasiment jamais parce que c'est une très mauvaise idée. Et quand ça marche, en général, c'est qu'on aurait gagné 100. Genre Kolwezi, bravo Kolwezi, il restait 300 de mecs, et ils ont débarqué à 3000. Oui, effectivement, on peut probablement prendre. Mais voilà, miliciens mal armés. Oui, pardon. Non, juste pour savoir, qu'est-ce qui est le pire, le parachutiste ou le planeur ? Parce que le planeur, quand même, dans la série des trucs un peu nuls de la Deuxième Guerre mondiale, ça se pose assez... Figurez-vous, ça se pose pas bien, justement. Que pour la discrétion, on a souvent essayé de larguer des parachutistes en planeur. Parce qu'au moins, on est moins facilement retrouvé. Combo breaker. C'est ça. Alors, moi, la double détente. Évidemment, je salue et j'embrasse mes 2 précédents chefs qui portent un béret rouge. Et je voudrais effectivement revenir. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis évidemment tout à fait d'accord. Alors, sur le largage, effectivement, de para qui a été fait en Normandie, c'est assez drôle parce qu'effectivement, il y a ce dicton qui dit qu'en Normandie, dans la nuit du 6 juin, les Allemands savent où ils sont, mais ils savent pas ce qui se passe, et que les parachutistes, c'est le contraire. Pour ce qui est de l'opération, effectivement, Market Garden, ce qui est intéressant, c'est les mémoires c'est Urquhart, donc qui commandait effectivement la division parachutiste qui a été larguée sur Arnhem. Et le truc qui est très drôle, c'est que quand le livre, puisque c'est un livre avant de s'appeler un film Un pont trop loin, donc A Bridge Too Far, Urquhart l'a reçu évidemment, on lui en a adressé un exemplaire et il l'a retourné en disant à l'auteur que le bouquin était super, mais que le titre était pas bon et que le vrai titre c'était pas Un pont trop loin, c'était Trop loin du pont. Parce qu'effectivement la RAF avait refusé de larguer sa division au-dessus d'Arnhem et qu'il estimait que c'était pour ça que ça avait foiré.
Je lui laisse la responsabilité de la chose. Je pense que pour ce qui est des Allemands et de leur échec, il y a aussi un autre phénomène qui est que le système d'attache des parachutes allemands est absolument catastrophique, puisque en gros les parachutes sont en gros attachés, les suspentes sont attachées au niveau des hanches, ce qui fait qu'effectivement on tombe comme une espèce de crevette morte, et ce qui évidemment doit faire une cible absolument parfaite. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que l'Indochine, paradoxalement, parce qu'évidemment tout le monde pense parachutiste égale Dien Bien Phu, l'Indochine c'est presque grand succès aussi. Et immense succès. Mais ceci dit, il y a un énorme succès à Nassan l'année précédente, parce qu'on est un petit peu moins ambitieux. Et c'est là que je veux en venir. C'est que quand on regarde, et notamment j'invite les gens à lire l'excellent livre sur la guerre d'Indochine qui a été écrit par Yvan Cadeau, où il raconte les nombreuses opérations qui sont faites par des parachutistes français en Indochine. Et la plupart du temps, c'est toujours le même schéma et il fonctionne bien. C'est-à-dire, on largue 1 ou 2 bataillons, grand maximum. On les largue à 5-10 km, grand maximum derrière les lignes de contact. Donc suffisamment près pour couper en fait les liaisons des combattants ennemis sur leur première ligne. Éventuellement mettre un peu de bazar, essayer d'aller taper les PC et tendre la main à un groupe mobile qui lui est en train de faire offensive au sol. Et là, cette combinaison-là, elle marche. Maintenant, effectivement, il y a aussi cette autre blague. Effectivement, je connaissais celle des troupes d'élite et du camp de prisonniers, mais voilà, l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute, et le parachutiste n'a pas forcément compris la blague.